Et donc, Il y a le fruit dedans. Agnès, ouais, voilà. Donc, troisième conférence sur le fétichisme. Cette fois-ci, le titre, c'est « L'entre-prolétarien du fétichisme », c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une sphère que nous n'avons pas encore fréquentée jusqu'à présent, c'est-à-dire le monde de la production. Le monde de la production. Au fond, nous restons avec une question non résolue après les deux premières conférences, et cette question non résolue, c'est celle de savoir d'où vient le surplus de valeur et nous avons vu déjà qu'il ne peut pas venir de l'échange, puisque dans l'échange, on ne fait que acheter et vendre des choses diverses et variées, mais toujours à leur prix. Même la force de travail, on l'achète à son prix. N'importe quelle marchandise, on l'achète à son prix. Et donc, partant de cette réalité, eh bien, on ne peut pas dire que le monde de l'échange, c'est le monde au sein duquel se réalise le profit. C'est impossible. Donc il faut résoudre cette énigme, je vais l'évoquer dans la suite de la conférence aujourd'hui. Je rappelle ce que je disais, la marchandise se présente sur le marché de la marchandise, son problème et son souci à la marchandise, là je lui prête un esprit qu'elle n'a pas, bien sûr. Son problème et son souci, en tout cas celui du propriétaire, ça c'est sûr, c'est de surmonter cette épreuve du marché, de trouver ses clients, de trouver son marché. Et donc, dans tous les aléas qui peuvent caractériser la mise sur le marché, eh bien, souvenez-vous ce que je disais, la valeur d'échange de la marchandise oscille autour de sa valeur. Quand on dit valeur, cela renvoie à la force de travail qui a été dépensée pour produire la marchandise, et quand on dit valeur d'échange, cela renvoie exclusivement à la situation d'échange sur le marché. Vas-y, Helmut. J'ai du mal à comprendre la phrase. Le bénéfice ne peut pas venir de l'échange, parce que quand j'achète au supermarché 1 kilo de poivrons à 5 € et Intermarché paye peut-être 2,50 € à son fournisseur, il y a bien un échange de 5 € que je donne contre 1 kilo de poivrons, mais il a quand même gagné 2,50 €, donc il a fait du bénéfice. Alors, le bénéfice, c'est un petit peu différent que le profit au sens de Marx. Parce que, bien sûr qu'une grande entreprise, un commerçant, comme en face, eh bien, il achète des milliers de marchandises, il en achète d'autres, évidemment, beaucoup d'autres pour réaliser son activité. Mais si on fait le global de tous les achats et de toutes les ventes qu'il réalise, on va s'apercevoir que dans le prix d'achat et le prix de vente de chacune de ces marchandises, il y a une part qui est due, qui revient à la dépense de travail. C'est là le point. C'est là le point. Il y a une part qui revient à la dépense de travail. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que cette dépense on va le traiter tout de suite, le point du profit, c'est que le temps qu'il a fallu à l'ouvrier, je dis à l'ouvrier, c'est ou bien aux ouvriers, hein, le temps qu'il a fallu à l'ouvrier
pour produire les marchandises qu'il a à produire. Mettons 4 heures, 4-5 heures. Mettons plutôt, je prends des choses autrement. Quand l'ouvrier arrive le matin, il se met au travail et il va travailler 8 heures dans toute la journée entière. Bon, je vais diviser sa journée en 2 fois 4 heures. Les premières 4 heures, il va produire une quantité de marchandises qui représente une valeur qui est égale à la valeur qu'il lui faut pour se substanter, reproduire sa force de travail. S'il lui faut 50 € par jour pour survivre, c'est très abstrait mon truc, puisque dans les 50 € pour vivre, il y a aussi bien le logement, les vêtements, il y a tout un tas de trucs. Donc dire ça par jour, c'est un peu spécial, c'est rock'n'roll, mais c'est pour le raisonnement. Donc, il lui faut 50 € par jour pour survivre. Et ça, le patron ne pourra pas ne pas les lui donner. S'il ne les lui donne pas, le patron, il est foutu, puisque son ouvrier ne pourra pas revenir le lendemain pour continuer de bosser. Donc le patron, il ne barguigne pas là-dessus. Il faut qu'il donne à l'ouvrier la valeur de sa force de travail, les 50 €. Et ça, c'est en 4 heures que ça se passe. 4 heures de la journée. Mais l'ouvrier, il travaille 8 heures. Il ne travaille pas 4 heures dans la journée, il travaille 8 heures. Donc ça veut dire que les 4 autres heures, l'ouvrier produit la même somme, 50 €. Mais là, il ne va pas la toucher. Ce qu'il touche, c'est les 50 € qui lui permettent de survivre. C'est le salaire. Ah, ça a un nom, c'est le salaire. Les 4 autres heures qu'il passe à travailler, il produit aussi 50 €, mais il ne va pas en voir la couleur. Il vend dans la poche du propriétaire. Il est là le profit. Et il y a les machines. Oui. Et voilà. Mais voilà. aussi, le propriétaire, il ne se met pas tous les 50 € dans la poche. Ouais. Parce qu'il y a les machines, voilà. Oui, il y a l'organisation de tout le capital solide. Voilà. Mais ça, on est sur une autre notion, c'est la valeur ajoutée. Parce que la valeur ajoutée, c'est la somme des produits réalisés par l'entreprise, de laquelle on défalque la somme des dépenses réalisées par le propriétaire pour faire tourner son activité. Et entre ces deux sommes, la différence, c'est la valeur ajoutée. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a les moyens de production, il y a ce qu'on appelle les fluides, eau, gaz, électricité, etc. Il y a les approvisionnements de toutes sortes. Il y a les matières premières. Les matières premières, les outils, etc. Bon. Mais le profit au sens marxiste, c'est la plus-value. La plus-value, c'est cette différence entre la valeur totale créée dans la journée ou dans un espace de temps déterminé et la valeur qu'il faut verser à l'ouvrier pour renouveler sa force de travail dans le même espace de temps. Journée, semaine, mois, peu importe. Moi, je voulais intervenir parce que, par exemple, pour le péonnage, c'est quelque chose qui est particulier, le péonnage. Puisque là, le patron, en général, là où une coopérative ou quelque chose comme ça, il donne des produits pour que le gars puisse manger. Mais arguant que le péonnage, c'est essentiellement dans l'élevage extensif qui se trouve, il va dire qu'il va le récupérer après
mais qu'il ouvre un magasin où ils pourront prendre des produits qu'ils ne payent pas, dans lesquels ils sont. Et finalement, c'est plutôt une forme d'esclavage moderne qu'une forme de salariat. Bah, disons que Oui, ça existe dans le pays. j'ai envie de dire que là, le salaire se trouve payé pour une part en nature, des produits payés en nature. Cette partie du salaire payé en nature, elle a une valeur. Oui. Elle a une valeur, quelle qu'elle soit, même si elle est approximative, un peu. Oui, parce qu'après, ils font des prix très élevés. Pour celui qui a faim, elle a une valeur. Mais elle a une valeur d'usage. Valeur d'usage. Bon, mais disons que là, le salaire est payé en partie en nature, que cette partie en nature, ben, on lui prête une valeur particulière, une valeur donnée, et puis le reste, c'est le salaire dans sa forme classique. Bon, ben voilà, il n'y a pas d'innovation extraordinaire. Hein. On est toujours dans le schéma du salaire, mais avec une partie payée en nature. Et puis, quelque part aussi, c'est parce que le salarié est quand même d'accord avec ce système. Mais il n'a pas trop le choix. Il n'a pas trop le choix, mais disons, il est d'accord avec le système. Voilà. Mais c'est surtout dans le milieu agricole. Mais ça, c'est particulier. Dans l'élevage, c'est particulier. Voilà. Ouais. Parce que en fin de compte, le capitalisme a évolué, comme tu as expliqué. C'est parce que le servage, c'était pas rentable, mais en même temps, le seigneur, il fallait que il assure, comment je veux dire, l'alimentation du cerf. Il ne pouvait pas exploiter plus que là, quand c'était devenu des salariés, ben, quand ils n'ont plus de travail, c'était merde, quoi. C'est ça, quand il n'y a plus de travail pour eux, ils se débrouillent. Et, effectivement, bien sûr. Dans le servage, le travail, c'est exécuter une corvée, typiquement, réparer les routes, typiquement c'est la corvée. C'est l'impôt en nature. Réparer les routes, là c'est une corvée en nature, un travail gratuit qu'on fait. Un travail gratuit en nature. Et avec la contrepartie du féodal. Mais il y a aussi le fait dans le servage, il y a un autre aspect. C'est que quand la main-d'œuvre est peu nombreuse et que les terres agricoles ou les forêts sont vastes et tout ça, c'est le problème des moujiks en Russie. C'est-à-dire que là où il y a eu le plus de servage mis en place, c'est par Catherine II, milieu du XVIIIe siècle. Chez nous, il disparaissait. Il avait déjà disparu. Chez elle, ça se mettait en place. Parce qu'une terre où il n'y a pas d'âme pour travailler, comme ils disent, c'est pas une terre qui a de la valeur, puisque tu ne peux pas la faire exploiter. Et c'est toute l'histoire de Gogol qui avait écrit les âmes mortes. C'est-à-dire qu'un type, il trafique sur les gens qui sont morts, comme il y a un recensement tous les 10 ans, il achète les moujiks qui sont morts, mais qui ne sont pas recensés comme morts, et il dit aux gens, voilà, vous avez des terres, moi je les moujiks. On va avoir enfin une affaire. Là, on est sur. On est en train de bordurer autre chose. Là, on n'est plus dans le capitalisme, mais dans le régime antérieur, où là, la valeur centrale, ce n'est pas l'argent ou la marchandise, d'ailleurs, au sens marxiste du terme, mais où la valeur centrale, c'est la terre et la population qu'il faut en face pour la travailler. Ça, on est sorti de ça en sortant du servage. Les économistes du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, beaucoup d'entre eux accordaient à la terre, et seulement à la terre, là, le statut de valeur phare, de valeur économique phare. Et ça, c'est ça qui est terminé avec la Révolution. Juste une question, c'est la plus-value, c'est pas le profit. C'est-à-dire, comme on dit, plus-value, plus que ce qui sert à reproduire la force de travail. Le profit, c'est ce que tu disais avec tous les paramètres des investissements. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Alors là, il faudra peut-être que un jour on prenne un peu de temps pour parler de ça, parce qu'il y a
il y a un glossaire marxien, il y a un glossaire de la comptabilité nationale de l'INSEE. Vous avez aussi un glossaire des économistes libéraux. Il y a au moins ces 3 glossaires-là, et qui ne sont pas identiques. Ils ne sont pas cohérents entre eux. Donc ça vaudrait peut-être le coup un jour de passer un peu de temps à comparer toutes ces choses-là. En priorité, plus-value, profit, valeur ajoutée. Bon, je le fais pas là. Mais, puisque là, le dossier, c'est quand même plutôt le fétichisme. Mais c'est vrai que ça vaudrait le coup d'être fait. Donc, la question non résolue, c'est celle de l'origine du profit. Et donc, j'en viens à la réponse à la question et à l'énigme. Pourquoi y a-t-il du profit qui peut se faire alors que toutes les marchandises achetées ou vendues sont achetées ou vendues à leur prix? Eh bien, c'est parce que parmi ces marchandises, il y en a une qui a un caractère particulier, c'est que sa valeur d'usage, elle a une particularité à nulle autre pareille, c'est que par son usage, cette marchandise crée de la valeur. Quand vous achetez de la force de travail, la possibilité d'user de la force de travail d'un ouvrier pendant 8 heures, donc je disais pendant 4 heures, il reproduit la valeur de son salaire, les 50 € par hypothèse, et les 4 heures suivantes, il crée également 50 €, mais là, ces 50 €, ils ne vont pas dans sa poche, mais dans celle du propriétaire. Et c'est là qu'on voit que la force de travail, elle a cette particularité vraiment forte, c'est que en 8 heures, la force de travail crée plus de valeur que ce qu'elle coûte. Le prix du marché pour 8 heures de travail, c'est bien 50 €, c'est la valeur qui est nécessaire pour que l'ouvrier survive, renouvelle sa force de travail. C'est bien le prix du marché, 50 €, mais l'ouvrier, il ne crée pas 50 €, il en crée 100. Donc l'usage de la force de travail, voilà le secret de la plus-value, le secret du profit, c'est ça, c'est que il crée plus de valeur que ce qu'il coûte pour renouveler sa force de travail. Là, j'ai pris l'exemple d'une plus-value à 100%, 50% pour l'ouvrier, 50% pour le patron. Évidemment, je reviens sur le fait que tout ça n'est pas la plus-value au sens de la comptabilité nationale, etc. Voilà comment Marx parle de l'énigme. Marx exprime ainsi l'énigme. Notre possesseur de monnaie, qui n'est plus présent que comme chenille capitaliste, est forcé d'acheter les marchandises à leur prix, de les vendre à leur prix et néanmoins de retirer à la fin du processus plus de valeur qu'il n'en avait lancé au départ. Sa métamorphose en papillon doit se produire à la fois nécessairement dans la sphère de la circulation et tout aussi nécessairement ne pas s'y produire. Telles sont les conditions du problème, hic rodus, hic salta. Voilà. Hic rodus, hic salta, vous trouverez l'explication dans la trace écrite. Il faudrait, dit Marx, et que le possesseur d'argent ait la chance de découvrir, dans la sphère de la circulation sur le marché, une marchandise qu'il puisse acheter avec de l'argent et dont la valeur posséda cette particularité d'être source de la valeur. Voilà. Donc c'est ce que j'ai expliqué il y a un instant.
Et je disais que pour comprendre ça, eh bien, il faut sortir de la sphère de la circulation et rentrer une bonne fois pour toutes dans la sphère de la production. Marx consacre beaucoup de pages à cette question de la force de travail qui crée de la valeur. Je ne vais pas le suivre dans tous ces développements, ce sont des développements que l'on trouve dans le livre 1 du Capital, mais retenir cette idée que ce n'est pas parce que le secret de la valeur, tel que je viens de l'expliquer rapidement, ce n'est pas parce que ce secret a été percé que pour autant, comme par enchantement, la sphère de la circulation ne va pas continuer d'apparaître quand même comme la source de la valeur. Et pour comprendre tout cela, dit Marx, il faut quitter la sphère bruyante du marché et ce séjour en surface accessible à tous les regards pour pénétrer dans l'autre secret de la production, au seuil duquel on peut lire « No advance except on business », c'est là que le secret des faiseurs de plus se dévoile enfin. C'est dans le Capital. Voilà. Donc voici comment Marx condense dans le Capital tous les pièges du fétichisme. La sphère de la circulation ou de l'échange des marchandises, dans les limites de laquelle se meuvent l'achat et la vente de la force de travail, était un véritable Éden des droits innés de l'homme. Ne règne ici que la liberté, l'égalité, la propriété et Bentham. Économiste de l'époque. Oui. Liberté, car l'acheteur et le vendeur d'une marchandise, par exemple de la force de travail, ne sont déterminés que par leur libre volonté. Ils passent un contrat entre personnes libres à parité de droit. Le contrat est le résultat final dans lequel leur volonté se donne une expression juridique commune. Égalité. Égalité car ils n'ont de relation qu'en tant que possesseurs de marchandises et échange équivalent contre équivalent. Propriété, car chacun ne dispose que de son bien. Bentham, car chacun d'eux ne se préoccupe que de lui-même. La seule puissance qui les réunisse et les mette en rapport est celle de leur égoïsme, de leur avantage personnel, de leurs intérêts privés. Et c'est justement parce qu'ainsi, chacun s'occupe de ses propres affaires et personne des affaires d'autrui, que tous, sous l'effet d'une harmonie préétablie des choses ou sous les auspices d'une providence futée à l'extrême, accomplissent seulement l'œuvre de leur avantage réciproque, de l'utilité commune et de l'intérêt de tous. Au moment où nous prenons congé de cette sphère de la circulation simple ou de l'échange de marchandises, là on est à la toute fin du livre 1, à laquelle le libre-échangiste Vulgaris emprunte les conceptions, les notions et les normes du jugement qu'il porte sur la société du capital et du travail salarié, il semble que la physionomie de nos dramatis personnae se transforme déjà quelque peu. L'ancien possesseur de monnaie marche devant le rôle du capitaliste, le possesseur de force de travail le suit dans celui de son travailleur. L'un a aux lèvres le sourire des gens importants et brûle l'ardeur affairiste. L'autre, il est craintif, rétif, comme quelqu'un qui a porté sa propre peau au marché et qui maintenant n'a plus rien à attendre que le tannage. Voilà. Encore une partie de ces extraits, de ces passages de Marx que je trouve intéressant, pas mal du tout, très, très, très rigolo finalement. Dans un pièce, Vasseur aussi, tu citais. Oui, alors Vasseur, donc Vasseur, je vous rappelle, Vasseur commente ce long extrait que Hugues vient de lire. Nous sommes dans une pièce de théâtre, donc, dit Vasseur. Que la société marchande développée par le capitalisme se joue à elle-même et à laquelle elle croit profondément parce qu'elle lui fabrique de la bonne conscience en effaçant, en rendant invisible ce qu'elle est vraiment.
On va revenir sur cette phrase. Par ailleurs, dit Vasseur, toujours, le marché est au centre de la scène. Autrement dit, la société capitaliste est une économie de marché. C'est dire, sans dire, tout en disant que cette économie de marché existe depuis toujours et pour toujours, également. Ainsi que le dit Adam Smith, l'échange découle de la nature humaine. Et là, qu'est-ce que je cite, encore une fois? Eh bien, Alain Minck, quand il dit que le capitalisme est naturel comme la marée. Je l'ai cité X fois. Sur le marché, Marx, qu'est-ce qu'il dit dans l'extrait? Sur le marché, on échange équivalent contre équivalent. Je le disais tout à l'heure, on achète, on vend, y compris de la force de travail, et tout ça est acheté au prix du marché. Pas de vol, pas d'exploitation, c'est ça que ça veut dire. Et qu'on nous dit, pas d'aliénation, rien que le doux commerce. Qui peut bien avoir à dire à cela, à redire à cela? Le doux commerce, il se fait entre individus interchangeables et identiques, tous propriétaires de quelque chose, pas de la même chose, mais tous propriétaires de quelque chose, les uns de leur force de travail et les autres des moyens de production et d'échange, et qui contractent librement. Vous avez signé, c'est pour en chier. Qu'est-ce qui les anime tous? Qu'est-ce qui les anime tous? L'intérêt et l'égoïsme. Voici ce que dit Adam Smith là-dessus. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous parlons, c'est toujours de leur avantage. La richesse des nations en 1776. Et lequel d'entre nous n'a jamais eu ce genre de dialogue avec son boucher ou son marchand de fleurs ou autre? C'est-à-dire avoir un bref dialogue avec le commerçant pour s'assurer que ses affaires marchent bien, qu'il a fait les bons choix, qu'il est content, qu'il a sa clientèle, qui est en formation, etc. Bref, c'est la bonne gestion par le commerçant de ses intérêts qui nous assure à nous que nous allons trouver un commerce toujours ouvert, qui fonctionne et qui va pouvoir nous proposer les marchandises dont nous avons besoin. Vous voyez le renversement de... Et je poursuis le commentaire de Vasseur. C'est dans la mesure où chacun poursuit son propre intérêt que le marché va se trouver régulé. J'ai abordé ça aussi il y a quelque temps avec Friedrich Hayek. Vous voyez sans doute à quoi aussi je veux en venir, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est le thème de la main invisible du marché. On va y revenir encore une fois. On l'aborderait tout à l'heure, je ne sais pas, sous la plume de Marx. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Quand Marx dit, et c'est justement parce qu'ainsi chacun s'occupe de ses propres affaires, et personne des affaires d'autrui, que tous sous l'effet d'une harmonie préétablie des choses, etc., etc. Vous trouverez dans la trace écrite, hein, et là, Marx, eh bien, il reprend le thème de la main invisible. Il le reprend à son compte. Alors, le thème de la main invisible, Adam Smith, La richesse des nations, voici ce que dit... Oui, c'est ce qu'il dit, je crois. Voilà, voici ce que dit Adam Smith. Puisque chaque individu tâche le plus qu'il peut de diriger son industrie de manière à lui faire produire la plus grande valeur possible, chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. À la vérité, son intention, en général, n'est pas en cela de servir l'intérêt public.
car il ne pense qu'à son propre gain. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions, tout en cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Vous retrouvez là l'entretien, le dialogue entre moi et mon commerçant, hein? Il est là. En un mot commençant, laissons donc faire le marché, ça c'est connu, laissons donc faire le marché et n'intervenons que de l'extérieur. Bien des années auparavant, Adam Smith avait publié un autre livre, Théorie des sentiments moraux, 17 ans avant, 1759, Théorie des sentiments moraux. Il avait déjà évoqué la question de la main invisible. On ne parle de la main invisible de Smith que à propos de la richesse des nations. Mais non, dès 1759, il en parle. Attends, peut-être. Quand on dit laissons faire les marchés, moi ce qui m'inquiète, c'est assez souvent les thés sont pipés. Je vous cite un exemple. Vous avez un petit supermarché Casino, et donc vous travaillez pour Casino, mais vous êtes, comment ça s'appelle, franchisé. Et c'est-à-dire, lui, il a intérêt de bien travailler, mais mieux il travaille, plus on lui demande de sous. Et en plus, on lui demande de ne pas acheter là où la marchandise est moins chère, où il aurait plus de profits, mais il faut qu'il achète à travers le grand, comment ça s'appelle, les centrales d'achat. Tu vois, un peu laisser faire les marchés, c'est une belle phrase, mais ça peut être vraiment biaisé et pas à l'intérêt de celui qui bosse beaucoup. Mais bien sûr que non. Tu as tout à fait raison. Bon, là, évidemment, tu parles d'un capitalisme qui est extrêmement différencié, hein, complexifié, considérablement complexifié. Bon, là, il y a toute une couche du capitalisme ou des capitalistes qui perçoivent une plus-value commerciale. Et qui imposent à leurs collaborateurs ou à leurs partenaires ou à leur réseau ou à leurs sous-traitants, enfin tous les noms que l'on peut trouver là de subordination, toutes les formes que l'on peut trouver de subordination, et puis qui leur imposent effectivement des règles léonines, hein, effectivement. C'est sûr, dont les... Alors c'est pour ça que par exemple le patron d'un petit commerce franchisé, ben, c'est pas un capitaliste. Oui. C'est peut-être un fonctionnaire, on va dire, enfin un fonctionnaire, comment dire, il est attaché à un système de règles, etc. Il ne maîtrise pas grand-chose, quoi. Hein, il ne maîtrise pas le cycle de rotation du capital qu'on a très légèrement évoqué la semaine dernière. Il ne maîtrise pas tout ça. Hein. Donc il est subordonné. Hein. Voilà. Bien des années auparavant, donc, autre citation sur la main invisible de Smith, mais celle-ci, elle est de 1759 dans la théorie des sentiments moraux. L'estomac du riche n'est pas en proportion avec ses désirs. Il ne contient pas plus que celui du villageois, le plus grossier. Il est forcé de distribuer ce qu'il consomme, ce qu'il ne consomme pas, à l'homme qui prépare de la manière la plus délicate le peu de mets dont il a besoin. Les riches ne consomment guère plus que le pauvre, et en dépit de leur avidité et de leur égoïsme. Ils partagent avec le dernier manœuvre le produit des travaux qu'ils font faire. Une main invisible semble forcer les riches à concourir à la même distribution des choses nécessaires à la vie qui aurait eu lieu si la terre eût été donnée en égale portion à chacun de ses habitants, et ainsi, sans en avoir l'intention, sans même le savoir,
Le riche sert l'intérêt social et la multiplication de l'espèce humaine. La providence, en partageant pour ainsi dire la terre entre petit nombre d'hommes riches. Alors attends, je reprends la phrase quand même. La providence, en partageant pour ainsi dire la terre entre un petit nombre d'hommes riches, n'a pas abandonné ceux à qui elle paraît avoir oublié d'assigner un lot. Et ils ont leur part de tout ce qu'elle produit. C'est un truc de fou, ça. Hein. C'est comme l'électricité, on n'en a pas, mais bon. Là, nous sommes en 1759, donc le capitalisme en Angleterre, il est triomphant. En France, il est extrêmement puissant et même il finance les rois, etc. Il n'a plus qu'une marche à franchir, quoi. C'est le pouvoir politique. Mais sinon, l'hégémonie intellectuelle et morale, il l'a. On considère, je l'ai déjà dit, on considère que la bourgeoisie est installée dans une hégémonie stabilisée aux alentours de 1740, 50, 60. On ne va pas être trop précis, on va donner juste deux décennies, 2-3 décennies, mais on considère que c'est par là que ça se passe. Et souvenez-vous, j'en ai tiré 2 conférences sur la formation de l'hégémonie bourgeoise, le moment 1770-1790, ça c'était l'année dernière, et voilà, c'est d'une clarté tout à fait aveuglante tout ça, et voilà ce que les gens disent à ce moment-là. Hein. Ils sont en hausse dans la société, et voilà, ils se lâchent, quoi. Hein. Aujourd'hui, on ne pourrait plus dire ça aujourd'hui. Oh, mais pourtant, ça lâche bien. Oui, mais les intellectuels de service, ils se garderaient bien de dire des choses comme ça. Alors, je vais aborder maintenant, après ces préalables, je vais aborder 4 thèmes. D'abord, le thème du marché du travail, celui du contrat de travail en 2. En 3, celui de l'emploi, de la logique de l'emploi, surtout pour thématiser le fait que cette logique de l'emploi, elle est faite pour refouler la logique du travail, la pensée du travail. Ça, c'est 3. Et puis, quatrièmement, le salarié, la question du salarié. Sur le marché du travail, quels sont les mots du marché du travail? Nous consultons ces offres d'emploi. Offres d'emploi. Nous en sélectionnons quelques-unes pour lesquelles nous envoyons notre CV. Et ce CV, nous l'envoyons au service du DRH ou équivalent. Nous espérons être embauchés, autre terme. Si c'est le cas, nous signerons un contrat de travail. J'ai bien dit un contrat de travail, ce qui suppose, on l'a déjà dit tout à l'heure, Hugues l'a dit, ce qui suppose que le travail est un choix libre et volontaire, un rapport d'individu à individu. Évidemment, c'est une façon bizarre de voir les choses, mais je continue. Surtout le DRH reçoit 30 lettres différentes de 30 personnes pour le même poste. Oui, oui, bien sûr. Ah ben oui. Ah ben des fois plus que ça. Ouais. J'étais prudent. Ouais, des fois ça atteint des sommets. Hein. Dans une ville où l'emploi est problématique, enfin particulièrement problématique, oulala, c'est des centaines et des centaines pour chaque emploi créé. Donc, je continue mon petit conte de fées. J'ai été embauché.
j'ai signé mon contrat. La vie va commencer. Je pense à mes chers parents. Là, je rentre dans la tête du mec, ou de la dame. Avec sa fiancée. Voilà. Oui. Je pense à mes parents, ils vont être fiers. Ils vont être fiers de moi. Je vais essayer de faire mieux qu'eux. Ce sont des pensées qui traversent l'esprit des jeunes adultes, des adolescents. Je vais aussi faire partie d'une communauté de travail, avec ses valeurs de fraternité, qui va me mettre le pied à l'étrier. Enfin, cool, quoi. Donc, Cool, on va à la mine. ça, c'est le conte de fées. C'est le conte de fées. C'est l'histoire telle qu'on se plaît à nous la raconter. Hein, telle qu'on nous prie de bien vouloir la croire. Car dans la société réelle, c'est quand même un petit peu différent. Alors, la vraie vie maintenant, eh ben, le travail dont on parle, c'est une marchandise. Je reviens à mon obsession. Il a une valeur d'échange et il faut qu'il rapporte. Je continue de décliner mes obsessions sur le profit. Si ce n'est pas le cas, le salarié sera poussé vers la sortie vite fait. C'est ça la vie réelle. Sécurité non garantie donc. Au contraire, le salarié va bien vite voir que ses chefs sont obnubilés par les indicateurs de résultats. Là, c'est une formule moderne. Ils ont les yeux rivés sur la valeur actionnariale de l'entreprise. Formule moderne aussi. La concurrence est impitoyable. En fait, tout ça, je vous jette à la figure des formules que vous connaissez. Hein. Le contrat, c'est bien, mais encore faut-il qu'on ait du travail à lui faire faire au salarié. Sinon, c'est au mieux le chômage partiel et au pire, le chômage tout court. Le patron ne paie pas le salarié pour ses beaux yeux. Quel est le patron qui n'a jamais dit ça, hein? Ou le salarié qui n'a jamais entendu le patron lui dire ça? Il ne le paie pas pour ses beaux yeux, mais pour les heures de travail qu'il fournit, pour le nombre d'heures pendant lesquelles les patrons peuvent faire usage de sa force de travail. Là, je reviens sur il y a 5 minutes, un quart d'heure. S'ils n'ont pas de travail à lui faire faire, il aura vite fait de passer de l'armée d'active du monde du travail à l'armée de réserve industrielle. Tout cela est l'inexorable conséquence du fait qu'on est sur un marché soumis à la loi du marché et à la bourse. Quel langage entend-on face à cette situation? Que veux-tu faire? Veux-tu y faire? C'est la règle du jeu, une petite phrase comme ça. Hein. La même pour tout le monde. Même le patron. À quoi ça servirait de se révolter? Mieux vaut se serrer les coudes, consentir des efforts pour essayer de passer ce mauvais cap et de rebondir. Voilà. Voilà, c'est Petite phrase. petite phrase qui traverse la tête des gens. Où est l'émancipation dans tout cela, je vous le demande? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qui domine et qui nous domine, eh bien c'est plutôt le sentiment, je reformule ça, c'est plutôt le sentiment d'impuissance et de fatalité. Nous avons le sentiment d'être dominés par des puissances surplombantes, hors de portée, tout en étant omniprésentes, bien sûr, c'est-à-dire des fétiches. Des fétiches. Des fétiches qui ont un nom. Je viens d'en donner un ou deux. Le marché, la concurrence, la mondialisation. Nos vies sont régies par ces puissances étrangères assoiffées de profit et impitoyables. Voilà donc pour le marché du travail. Voilà le contexte conceptuel, on va dire, dans lequel ça se passe. On essaie de nous faire croire que non, que le patron est bien gentil de nous procurer des emplois. Mais le vrai contexte. Deuxième chose, le contrat de travail.
là aussi, nous avons des souvenirs enchantés. Je poursuis le conte de fées de tout à l'heure. Nous sommes nombreux à nous souvenir du jour de la signature de notre premier contrat de travail. On se souvient que pour l'autre partie, c'est le DRH, encore lui, qui avait apposé sa signature au bas du contrat, et que, ma foi, on trouvait que ça avait de la gueule. Celui qui rit, il se trahit. Oui ou non? T'as connu ça? Il a connu ça? Ben, je sais pas. On était fiers, quoi. À la maison, on a ouvert une bouteille de champagne. Bon, mais non. Sachons raison garder, le contrat n'est rien d'autre, dit Vasseur, qu'une manière habile de camoufler la poursuite de notre servitude. Vasseur cite ses propos d'un philosophe en 1840. Le salariat est procédé astucieux dont le diable gratifie des consciences délicates qui peuvent ainsi conserver tous les avantages de l'esclavage sans en avoir à supporter les coûts, les soucis et la réprobation d'un propriétaire d'esclaves. Marx, pour sa part, parlait, en mettant des guillemets, d'esclavage salarié. Il dénonçait la fiction qui se trouve à la base de celui-ci, à savoir le dédoublement opéré, ça c'est déjà vu la semaine dernière et la semaine d'avant, à savoir le dédoublement opéré par le droit entre la force de travail, qui est une marchandise, et la personne propriétaire de cette force de travail. D'un côté, le travailleur, avec sa force de travail dont il est propriétaire, et donc de l'autre, la personne. Marx dit, ce que le travailleur vend, c'est sa force de travail. Dès l'instant où son travail commence, il a déjà cessé de lui appartenir et donc ne peut plus être vendu par lui. Voilà. Tout à l'heure, il disait il s'en va pour se faire tanner la peau. Hein. C'est cette situation-là, exactement, que Marx visait. Donc, ne nous laissons pas abuser par le voisinage des signatures au bas du contrat. L'égalité ou la parité de droit que suggère cette forme, deux personnes qui signent en bas du contrat, elle n'est que formelle, elle est trompeuse. Elle est un leurre qui masque la violence des rapports sociaux. Le contrat est un fétiche. Lui aussi, le marché du travail, il est fétichisé, le contrat est fétichisé également. Troisième thème que je vais évoquer, donc, c'est celui de l'emploi, de la logique de l'emploi. Et c'est pour vous sensibiliser sur le fait que cette logique de l'emploi, elle a un but, c'est de refouler la pensée du travail. En effet, avec la généralisation du salariat, l'usage du mot travail, il a décliné au profit de celui d'emploi. Les deux notions sont plus ou moins proches, bien sûr, mais elles ne sont pourtant pas interchangeables. Le travail, dit le dictionnaire économique et social du Centre d'études de recherche marxiste, le travail est une activité rationnelle de l'homme qui a pour but de transformer les données naturelles, objets de travail, en vue de les adapter aux besoins humains. Donc, ça veut dire quoi, ça? Il faut, quand on parle de travail, il faut penser travailleur, activité de travail, besoin, et puis corrélativement, et inexorablement corrélativement, moyens de production, outils, machines, etc. La notion d'emploi, elle, c'est autre chose. Telle qu'elle est couramment employée, elle pointe immédiatement vers employeur. Travail pointe vers travailleur, emploi pointe vers employeur. L'acteur dans le travail, c'est le travailleur. L'acteur dans l'emploi, c'est l'employeur.
disons, le personnage actif, l'acteur, le personnage actif que l'on met en avant. Cet employeur, qu'est-ce qu'il a fait, mon Dieu? Il nous a alloué un emploi, une place dans le système des emplois. Qu'est-ce qu'il est gentil. L'emploi pointe vers l'employeur pour une autre raison. Car c'est celui-ci qui est censé avoir créé l'emploi. Tandis que le travailleur, lui, il a demandé à être embauché. Il a supplié d'être embauché. J'en rajoute, bien sûr. Enfin, on dira qu'un travailleur a un bon emploi quand il a un bon salaire, sans chercher à savoir en quoi consiste exactement son travail. Bon salaire, bon emploi. Ni un bon salaire d'ailleurs. Ça s'avance que ça représente un bon salaire. Non, mais je parle en l'air, je ne donne aucun chiffre. Donc, bon salaire, bon emploi. Et on ne cherche pas à savoir quel est le travail qui est derrière. S'il est intéressant ou pas. Si par contre, on dit de quelqu'un qu'il a un bon travail, eh bien, peu importe le salaire. C'est un bon travail, intéressant, épanouissant. Et on ne se préoccupe pas tellement, je dis pas du tout, mais on ne se préoccupe pas trop du salaire qui va avec. La prévalence dans la société actuelle de la notion d'emploi, au sens d'activité rétribuée, a pour conséquence de mettre au premier plan les employeurs créateurs d'emplois. Voilà ce qu'il faut percevoir. Qui parle des travailleurs? C'est Arlette. Oui. Arlette Laguillet. Elle est morte, non? Non, pas du tout. Ah, Elle est en train d'animer la campagne des Européennes. Avec, moi je l'ai vu, mais c'était pas avec elle. avec Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, mais ça, Nathalie Arthaud. Je me trompe peut-être de prénom. C'est ça? Elle était même présente à la fête. Je l'ai trouvée. D'accord. Et elle a, je ne sais pas quel âge elle a, mais plus de 80. Ah oui. Je pense. Oui, Je pense. Et elle a pas l'air, elle a l'air d'avoir bon pied, bon oeil. J'ai vu une photo il y a 2 ou 3 mois. Donc, mettre en avant l'emploi, c'est mettre en avant l'employeur, créateur d'emploi. Et c'est rabattre les travailleurs sur la condition de quémandeurs et reléguer à l'arrière-plan les notions de travail, de travailleur et de procès de production. Par rapport à ce que tu dis, quelquefois il y a des retournements spectaculaires. Je pense à l'éducation nationale. On cherche des milliers de profs et personne ne veut les prendre pour ces postes. Mais bien sûr, parce qu'on veut que personne ne les prenne. Alors en les payant pas, il y a un Pourtant, on dit que c'est des emplois de planqués, ils ont plein de vacances. Hein. Oui, ils ont plein de vacances, Il y a encore une connerie comme ça. On ne porte pas, nous. En réalité, c'est très dur. On tord le cou. Bien sûr, le travail d'enseignant, il est dur globalement. Et il est rendu de plus en plus dur par les politiques actuelles. Avec une retraite à 64 ans. Sans compter qu'il est mal payé, bien entendu. Voilà, ben c'est fait pour ça, c'est fait pour. En France, j'ai pas en tête, j'ai oublié, mais régulièrement il y a des statistiques qui me passent sous les yeux sur la situation de la France dans le cadre de l'Europe ou de l'OCDE, et c'est vraiment pas brillant, on est assez bas. Bon. Oui, très bas. Je sais Très bas. Très bas. Comme les infirmières et les infirmiers. Je ne vais pas citer de chiffres parce que je m'en souviens plus. Mais c'est aussi une des dimensions, c'est le fait que le gouvernement passe par-dessus les enseignants pour gérer les problèmes de l'éducat. Et ça a toujours été ça. Il s'adresse directement aux parents d'élèves. Ou à l'opinion publique en général. Il s'adresse à lui-même surtout. Et c'est un processus qui a commencé de manière spectaculaire avec, comment il s'appelait ce ministre du début des années 2000 là. Ah oui, les gros là.
je connaissais lui, c'est Allègre, oui. Claude Allègre, le mal nommé. Hein. et qui s'est poursuivi. Il faut dégraisser l'éléphant. Mammouth. Il faut dégraisser le mammouth. Bon, mais Jean-Michel Blanquer a fait la même chose, et là, ça continue. Là, donc, là, on est dans le fétichisme. Donc, ce que j'ai décrit là, c'est de fétichisme, puisque on masque la sphère de la production et on met en avant une idole, une icône, c'est l'employeur qui crée des emplois, distribue des emplois, alloue des emplois, et tout cela au détriment de la sphère de la vie réelle, de la sphère de la production. Oui, et si je peux me permettre, en parlant des services publics, je pense que cette espèce de, pas de rejet, mais de négatif que beaucoup de gens dans la société éprouvent face aux services publics et aux salariés des services publics, c'est parce que pour eux, ce sont des gens très privilégiés, parce que justement, ils ne voient pas que ils se disent, ils sont vraiment, ils sont privilégiés parce qu'ils n'ont pas d'employeur. Tu vois, pour eux, enfin, je m'exprime, pour eux c'est un service public, mais ils se disent ils n'ont pas de patron, d'employeur, tout ça, quoi. Et donc c'est pas, ils raisonnent pas les gens, mais ils ont ça dans la tête, et je me dis que j'aurais eu la même chose, moi, tu vois, quand tu es salarié, que tu as face à toi un patron qui est là toujours sur ton dos, etc., c'est pas pareil que quand tu es dans un service public, je pense enseignant, où tu as des objectifs moraux, nationaux pour faire ton boulot, tu as un chef d'établissement, mais t'es pas face à un type qui te dit, il te dit de bien travailler, mais il te dit pas, tu es pas l'esclave du patron, quoi. En plus, l'emploi à vie. Alors l'emploi à vie, là c'est en... Sans révocation. Hein? Sans révocation. Oui, voilà. Et tu as un statut, quoi. Tu n'as pas un contrat, tu as un statut. Ils sont privilégiés. Et à travers ce que tu disais tout à l'heure, je pensais à ça. Ouais, oui, alors ça, c'est vraiment le discours qu'inculque la classe dominante. Oui. Parce que, donc ça veut dire que les gens sont de plus en plus incultes, ils répètent ça, on leur fait répéter ça, parce que à l'origine, les services publics ont été créés par des communistes, après la guerre, les grands services publics, et dans le but d'étendre ce système aux autres salariés. Exactement. Voilà, donc s'ils avaient un cerveau, les gens, ils s'instruiraient, ils connaîtraient la création des choses, et ils verraient que c'est dans leur intérêt de soutenir les services publics. Mais n'oublions pas, on a bien appris des trucs, ils sont aliénés. Oui, voilà, ça, mais c'est ce que je suis en train de dire, parce qu'en fait, rien n'est vrai là-dedans. Ben non. Hervé. Alors, c'était sur 2 points par rapport au service public. Il y a aussi un point, c'est que il y a une école du service public, notamment française, donc Léon Lugui, et il concevait ça un petit peu comme une sorte d'alternative au socialisme proprement dit. C'était une sorte de système d'économie mixte, quoi, en quelque sorte. C'était un intermédiaire entre le pur système de société, d'économie de marché, et le socialisme intégral. C'était une demi-mesure, quoi. Donc, il ne faut pas croire que les services publics, ça correspond au socialisme. Oui, mais justement, oui, ce que tu dis, c'est que les services publics, tu n'as pas automatiquement, t'oublies la notion de profit. Oui. Normalement, oui. À l'école, c'est bien vrai, l'école publique, j'entends. Plus maintenant. Plus maintenant. Mais voilà, dans la tête des gens, il n'y a pas l'idée de profit. Dans les hôpitaux publics,
bah, normalement, tu n'es pas là pour faire du profit. Non. Mais si, ça a changé, bien sûr, ça a changé. Bien sûr, ça a changé, management, ça a changé. Mais bien sûr, ça a changé, mais dans les réactions spontanées... Hervé, Après, c'est une autre question un peu plus de fond. C'est ce système, on va dire, de fétichisme, donc avec une croyance en l'existence d'un système à la fois naturel et surnaturel, donc du marché, piloté par la main invisible. Est-ce que, dans la conception de Marx, est-ce que les capitalistes aussi croient à ce système, c'est-à-dire croient au caractère naturel et surnaturel de ce système du marché et de la main invisible? Parce que si tu crois aussi, comme c'est extérieur à eux, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont aliénés par rapport à ce alors, Marx dit que les capitalistes y croient. Bien sûr, ils ont intérêt à y croire. Et où ils le disent? Dans l'idéologie allemande et dans le Capital. Il dit que les capitalistes y croient. Il dit aussi, dans le même ordre d'idées, il dit que, d'ailleurs, lui, son problème, ce n'est pas les capitalistes, d'ailleurs. Il dit, moi, mon problème, ce n'est pas les capitalistes, c'est le capitalisme, Oui, le système. Le système. Non, il dit qu'ils y croient. Bien sûr, il y en a qui peuvent y croire plus ou moins, ou être plus ou moins lucides. Il est certain que, de nos jours, prenons aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des intellectuels, des idéologues, de service, hein, qui diffusent des idées, etc., qui vont dans un certain sens et qui ne sont pas innocentes, bien entendu. Mais Marx dit non, globalement, la classe des capitalistes, elle y croit, elle a établi un système de légitimation de sa domination auquel elle croit. Et ça, il le dit très clairement dans l'idéologie allemande. C'est un peu comme les adeptes de la monarchie absolue, qui pensent, la monarchie de droit divin, ils pensaient réellement que c'était nos droits divins, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Oui, je ne me souviens pas de ça dans l'idéologie, mais peu importe. De toute façon, maintenant, ils ne peuvent pas y croire, hein, parce que c'est très simple. Vu le taux de pauvreté, vu ce qui se passe à l'heure actuellement, pour y croire, il faudrait que ce soit de grands benets. Or, la classe dominante est tout sauf composée de grands benets, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, ou alors il faut être aveuglé complètement. Donc je pense qu'ils n'y croient pas du tout actuellement, ça c'est une certitude. La preuve, c'est que s'il y avait cette fameuse main invisible du marché qui permet aux pauvres gens de s'en sortir, ils s'en sortiraient. Or, tout est en train de partir en why, hein, comme disent les jeunes. Hein, donc c'est pas possible. Tout a toujours été en train de partir. C'était les En fait, il y a José. Non, plusieurs choses, mais qui tournent autour du même objet. D'abord pour les enseignants. Les enseignants, il ne faut pas parler de l'époque où quand il y avait une place au concours, il y avait 50 personnes qui se présentaient. Exact. On n'en est plus tout à fait là. C'est un premier truc. Deuxièmement, aujourd'hui, pour ce qui concerne les enseignants, le système de statut, mais c'est vrai pour l'ensemble des services publics, il est mis en cause par le ministre en disant il faut. Mais il y a très longtemps qu'il y a déjà des brèches là-dessus. Tout ce qui est la fonction publique territoriale, même s'il a été unifié en 83, si j'ai bonne mémoire, hein, c'était au départ des petits potentats locaux, c'est-à-dire des représentants de la bourgeoisie locale, parce que Estrosi, médecin ou n'importe quel petit maire, il était au service sélecteur, donc de ceux qui avaient réellement le pouvoir économique dans la commune. Ces gens-là, ils embauchaient qui ils voulaient, comme ils voulaient. Et ça a donné la fonction publique territoriale. Moi j'ai connu même une DRH, puis on ne disait pas comme ça à l'époque, mais non, au rectorat de Nice. Directeur du personnel. Qui à l'époque disait dans une commission paritaire, ah non, non, mais c'est pas possible, on ne va pas nommer celui-là
qui vient de sortir le concours, avant, comment il a le nombre de points, il y a des règles, il peut être nommé. Ah non, non, mais vous savez, on nomme, si on veut, s'il n'y a pas de poste pour lui qui a une autre académie, il ira chercher ailleurs. Règle de la fonction publique territoriale. Elle en était là. C'était une fonctionnaire à statut. Hein, je passe. Mais j'ai évoqué juste le projet de Guérini, mais en même temps, qu'on regarde comment c'est en train de se passer depuis des années. On nous a, sous prétexte de manque de personnel qualifié, candidat, on nous a fourgué de tous les côtés, maître auxiliaire, contractuel, d'acquis et d'ailleurs, c'est-à-dire des précaires. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ben, ils sont en train de quémander une signature d'un DRH pour pouvoir. Et alors, pour être sûr qu'on comprenne bien le mécanisme, on a des chefs d'établissement qui réclament tranquillement de pouvoir recruter les personnels. Oui. On en est là. Mais moi, je fais le lien. Alors, je dis ça, mais ce que je suis en train de dire pour l'éducation nationale, c'est vrai pour plein d'autres trucs. Hein. C'est vrai pour la poste, c'est vrai. Et quand on ne passe pas par des intérimaires, on passe par la sous-traitance, c'est exactement pareil. Hein. La casse d'EDF là-dessus, c'est magnifique. On a vu comment on a réussi à faire un truc à Flamanville qui a 20 ans de retard et qui a multiplié son budget par, je crois, une vingtaine de fois, hein, de mémoire. Mais c'est ça la sous-traitance. Hein. Mais au-delà, si on regarde de près, finalement, le statut du maître Ox ou du contractuel aujourd'hui, c'est pas très loin de ce qu'on voit dans le privé, avec je quémande mon emploi. Mais le statut du chef d'établissement qui veut recruter, c'est pas tellement loin du franchisé dont tu parlais tout à l'heure. Lui, c'est pas des poivrons qu'il va vendre, c'est de la formation. Et pour revenir sur ce qu'est le calcul de la valeur, parce qu'un enseignant, a priori, ça n'a pas de valeur, ça ne produit rien. Sauf que... Ça produit des savoirs. Oui, mais... Auprès des élèves. Oui et non. Parce que le savoir, on le calcule comment en termes de valeur. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est la façon dont le patronat aujourd'hui dit « Oui, mais ce qui est produit par l'école, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'apprentissage, et donc qu'on les forme directement. » Ben là, c'est en train de se faire. C'est bien pour ça que je le dis. Moi, ça fait partie des choses que j'aurais vu évoluer dans ma carrière et qui me mettent les boules. Parce que c'est prévisible. Et là-dessus, on se retrouve avec, me semble-t-il, là encore, la soumission. Mais ceux qui sont en train de proposer ce genre de truc, que ce soit le franchisé, que ce soit le chef d'établissement, ou que ce soit les contractuels qui quémandent un boulot, ils sont soumis à l'idéologie dominante. Le franchisé, le chef d'établissement, ils se croient de l'ordre des patrons, des chefs. Bien sûr. En fait, ils font partie de cette classe qui est en train de se réduire et qui sont en train de basculer dans le domaine des gueux, pour le dire comme ça. Par contre, alors je reviens, mais je ne suis pas sûr qu'un certain nombre de gens que je vais appeler simplement les oligarques, c'est-à-dire ceux qui, à l'étape actuelle du capitalisme, sont en état de faire des choix et d'imposer une certaine idéologie, je ne suis pas sûr que ceux-là, ils y croient à la loi du marché, etc. C'est pas ça leur problème, c'est comment je fais du fric. C'est qu'ils croient au capitalisme. Non, ils ne croient pas à la loi du marché. Non, ils ne croient pas. Non. La main invisible du marché, non. C'est comment je fais, moi, pour vendre mes produits, pour inventer des produits qu'ensuite, et quand ça ne va pas, on va essayer de vendre aux pays sous-développés en leur expliquant que vous avez un désert, mais c'est pas grave, on est capable de vous vendre du sable. C'est ça le truc. Avec tout ce qui est le mécanisme, on va dire publicitaire, de séduction ou autre, qui sont là. La main invisible du marché. Ce que je veux dire, c'est
que quand même, non, c'est pas récent, c'est autre chose. Parce que- C'est eux qui travaillent sur ces médias, en fait, sur ces moyens de séduction. Bien sûr. Voilà. Ah, moi, Moi, je c'est suis tout. dans J'en cette dirai pas plus. Je suis d'accord. Excusez-moi, hein. Je vais sélectionner une chose dans ce que tu as dit, c'est à propos des fonctionnaires qui ne produisent rien, etc. On est là sur un sujet que je n'ai pas prévu de traiter dans le séminaire, mais qui est très important, c'est lequel? C'est le fait que dans la société telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec les services publics tels qu'ils sont, même s'ils sont en recul, mais ils sont quand même importants, eh bien, nous avons effectivement des gens qui sont fonctionnaires et dont on dit qu'ils ne produisent rien. Pourquoi on dit qu'ils ne produisent rien? C'est parce qu'ils ne sont pas, ils n'agissent pas dans le cadre du marché, de l'entreprise capitaliste et de l'achat, de la vente, de la force de travail, etc. Ils sont recrutés une bonne fois pour toutes, emploi à vie, comme le disait Helmut. Eh bien, il faut savoir que là, il y a un sujet qui est posé pour réfléchir sur ce qu'est le marxisme aujourd'hui. Il faut que le marxisme s'interroge, et il y a un auteur qui fait ça, c'est Tony Andreani, qui, dans un ouvrage relativement récent, eh bien, il dit entre valeur d'usage et valeur d'échange, il faut que nous revoyions nos priorités. Ouais. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, les gueux, en priorité? Est-ce que c'est la valeur d'usage ou la valeur d'échange? C'est la valeur d'usage. Qu'est-ce qui les intéresse, eux, en face? C'est la valeur d'échange. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de médicaments dans les rayons des pharmacies, etc. Donc, on doit réfléchir à une réévaluation de certains concepts centraux du matérialisme historique pour qu'ils répondent mieux aux caractéristiques de la société actuelle. Je signale le débat, je n'entre pas dedans, mais c'est pour vous dire que rien n'est acquis dans une théorie. La théorie, elle essaie d'exprimer des choses réelles, et là, on a un exemple d'une réalité économique ou du travail, ou de l'emploi, ou du travail, d'une réalité qui change et qui implique un changement de la théorie. Je peux dire, juste ajouter que les Amis de la Liberté vont faire venir l'an prochain Antoine Vartan, qui est maître de conférences marxiste et qui a écrit La situation de la classe laborieuse en France. En France. Voilà. Voilà. Donc là, il y a des sujets de débat. Une remarque, travail-emploi, on a parlé de ça avant que le débat ne s'instaure. Travail-emploi, Marx, lui, ne parle pas de l'emploi. Il ne parle dans le Capital que du travail. On ne trouve pas sous sa plume le mot emploi, mais seulement le mot travail. Et par exemple, il critique dans le chapitre 6 du Capital effectivement la pratique langagière faisant du capital l'employeur du travail. Le capital emploie le travail. Dans sa simplicité, ce rapport est déjà personnification des choses et chosification des personnes. Donc, quand Marx dit chosification des personnes, là, il s'insurge contre le fait que le travailleur est chosifié en mendiant qui mendie ses ressources, personnification des choses, et eh bien là, Marx pointe le fait que le capital est personnifié par l'employeur, par le capitaliste, devrais-je dire. Donc là, encore une fois, du fétichisme dans toute sa splendeur, puisque la société fait percevoir les rapports sociaux à l'envers. Le créateur de la valeur,
c'est-à-dire l'ouvrier, le travailleur, est ravalé au statut de mendiant, tandis que le capitaliste, lui, il endosse le rôle de créateur d'emploi, c'est-à-dire le rôle de sauveur. Vous voyez, tout est sans dessus-dessous. La réalité, donc, vous la connaissez, c'est que c'est le travailleur qui travaille, qui donne son travail, ses heures de travail, et même du travail gratuit au capitaliste. Il n'a pas le choix, bien sûr, puisque s'il ne faisait pas ça, étant privé de tout moyen de production et d'échange, il serait à la rue, SDF, etc. Dire que l'employeur offre un emploi, c'est faire de lui un bienfaiteur et masquer le processus d'exploitation, c'est du fétichisme. Ces deux conceptions, travail-emploi, on va les trouver dans une pièce de Serge Valetti de 2010, intitulée « Sale août ». Premier personnage, Léon. Savez-vous combien de compagnies gagnent chaque année sur le dos de ses ouvriers? Deuxième personnage, Monsieur Fournier. C'est la meilleure, Léon, enfin Léon. Sais-tu plutôt combien les ouvriers gagnent sur le dos de la compagnie? N'inverse pas tout. C'est la compagnie qui fait vivre toute la ville. Qu'on lui doive tout de même un peu de respect. Qu'elle disparaisse demain et la région tombe en ruine, illico presto. Voilà. C'est pas mal, hein? Donc un discours fondé sur le travail d'un côté et un discours fondé sur l'emploi. Le discours fondé sur l'emploi, il est fondé sur le visible, et le discours, et qu'est-ce qu'il cherche à faire? À dissimuler le réel, le travail. Hein? Donc fétichisme. Et maintenant le salarié. Bon, nous avons dit qu'il vend sa force de travail. Nous avons dit qu'il est reconnu juridiquement comme libre possesseur de la marchandise force de travail qu'il propose à la vente. Nous avons dit également qu'il prend place sur le marché à égalité avec d'autres propriétaires. À égalité, entre guillemets, bien sûr, avec d'autres propriétaires. Mais tout cela a une condition, cependant, c'est que le salarié ne vende sa force de travail que pour un temps donné. Sinon, précise Marx, s'il la vend en bloc, une fois pour toutes, il se vend lui-même, et il se transforme alors d'être libre en esclavage, de possesseur de marchandises en marchandises. Voilà pourquoi Marx précise, donc la précision, elle est importante. Et Marx a eu du mal à la percevoir dans le Capital. Voilà pourquoi Marx précise que ce que vend le salarié, ce n'est pas exactement sa force de travail. On dit toujours ça, mais moi le premier. Mais le temps au cours duquel son acheteur va pouvoir la consommer. C'est-à-dire l'utiliser à sa guise, c'est très important. Le salarié vend du temps d'utilisation de sa force de travail. Alors, le temps hors travail, bon, le salarié le travaille, d'accord. Et quand il ne travaille pas, alors bon, il y a des gens qui vont vous dire c'est l'affaire du salarié. Oui, mais bon, pendant ce temps, il faut qu'il pense à reconstituer sa force de travail pour être de nouveau d'attaque pour embaucher le lendemain. Quand même. S'il ne le fait pas, gare à lui. Autrement dit, appeler temps libre, ministère du temps libre, ça vous dit quelque chose? Appeler temps libre Henri. Voilà, j'ai oublié le prénom. Je ne t'en souviens plus. Non, moi non plus. Donc, appeler temps libre, le temps pendant lequel le salarié ne travaille pas, c'est quand même un peu exagéré, puisque sur ce temps soi-disant libre, il y en a une partie non négligeable, si ce n'est éventuellement la plus grande partie, voire la totalité pour certaines personnes, qui passent à la reconstitution de la valeur de la force de travail. Et donc là, vous avez aussi du fétichisme. Voilà. Temps libre, fétichisme. Pourquoi le salarié qui est
quand même propriétaire de sa force de travail. En est-il rendu à cette situation? Mais c'est que, à part sa force de travail, le salarié, il est privé de tout. Il n'a pas ce qu'il lui faudrait pour fabriquer lui-même des marchandises qu'il pourrait vendre pour son propre compte. Il en fabrique, bien sûr, dans l'entreprise de son patron, mais elles ne lui appartiennent pas. Elles ne peuvent pas lui être utiles en aucune manière pour reconstituer, pour se procurer de sa subsistance et lui éviter d'avoir à se vendre le lendemain. Elles ne lui appartiennent pas. Ce qui définit le salarié, ce n'est pas tant ce qu'il a que ce qu'il n'a pas, ce dont il est séparé, les moyens de production et les marchandises qu'il produit. Alors bien sûr, là, je suis en train de thématiser une nouvelle forme de fétichisme, une de plus, il y en a encore d'autres. Bien sûr, en théorie, le salarié est libre. En théorie, il est libre de vendre ou pas sa marchandise force de travail dont il est propriétaire. Mais en pratique, c'est une autre affaire. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qui lui arrive? Il est contraint de la vendre. S'il ne vend pas sa force de travail, il crève. Donc il est obligé de vendre sa force de travail. Et en plus, en urgence, il lui faut la vendre de nouveau le lendemain matin, et l'autre lendemain matin, et l'autre lendemain matin, etc. Il pourrait se diversifier un peu et acheter 4 ou 5 poules. Oui, voilà. C'est pour la famille, pour les voisins. Pour le temps libre. Il est un peu moins dépendant de son patron. Voilà. Je ne te dis pas comment ça faire dans la chaîne. Hein? Je ne te dis pas comment ça va crier dans la chaîne. Que retenir de ce développement? C'est qu'il est truffé de fausses notes, là, ce que je viens de dire. Propriétaire de sa force de travail, le salarié, tout comme le capitaliste est propriétaire des moyens de production. C'est une bonne blague. Oui, Barbara. Est-ce qu'il a parlé de cette situation-là? Moi, je connais les gens qui travaillent à Monaco. Et le patron a décidé que X travail doit être fait dans X temps. Et si toi, tu n'as pas fini dans X temps, tu n'as pas le droit des heures sup payées par la société, mais tu travailles les heures de plus pour finir ton travail. Parce que c'était décidé que telle chose doit être faite en tel temps. Et même chez les coiffures, maintenant les chaînes de coiffure, il a exactement, si c'est un coupe, c'est ça, si c'est un brushing, c'est ça, si c'est une couleur, et chaque fille, enfin, monsieur aussi, a X temps de le faire, et c'est tout. Et à Monaco, je connais les gens qui sont sur cette emprise comme ça. Je ne sais pas si Marx a dit ça. C'est ce qu'on appelle l'optimalisation. Ce qui n'est pas légal et qui se fait. Oui, mais il te donne un choix. Si vous ne voulez pas. C'est pas légal, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas accepter que quelqu'un fasse un total de production, surtout qu'il s'agit de voitures et tout, et si elle n'a pas fait, qu'elle ne soit pas payée pour faire ce qui reste. C'est pas possible, ça ne peut pas être. Mais à Monaco, tu peux perdre ton travail. Je vais vous dire comment ça se passe. Non, mais je le sais, à Monaco, tu peux perdre. Tu l'as donné, tu l'as pas boulot. Mais il n'y a pas besoin d'aller à Monaco, moi je vous dis comment ça se passe. Y compris dans les salons de coiffure. Des petites jeunes filles qui ont le CAP, etc. Vous savez qu'on ne peut pas être coiffeur si on n'est pas diplômé, enfin un CAP. Oui. C'est des auto-entrepreneurs. Ils marchent à la tâche. Vous faites 2 brushings, c'est temps. Oui. Etc. Et oui, pas de congé payé, rien. C'est le salarié qui paye ses cotisations sociales. Oui, ça, elle encaisse 100 €, elle va payer 25 € de cotisations sociales à l'URSSAF. Ils ont présenté. Voilà, là c'est un phénomène catastrophique aujourd'hui. Et moi je sais que dans la rue de la République, il y a plein de salons de coiffure, et je sais comment ça marche. C'est des jeunes filles qui sortent d'un CAP, etc., et qui se trouvent, on les met, auto-entrepreneurs. D'accord.
Donc, Marx, il analyse tout ça dans le livre 1. C'est toutes les pages qui sont relatives à la plus-value absolue et à la plus-value relative. Là, en l'occurrence, d'après ce que tu dis, ça s'apparente beaucoup plus à la plus-value relative, puisque c'est quelque part, c'est du travail à la pièce, ça. Oui, oui, oui. Hein, c'est ça. Hein. Ce qui n'est pas, c'est dans un bureau, mais mettons, tu as un report à faire sur un projet, et le patron a décidé, dans une semaine, tu devrais livrer un acte présentable. Et si tu n'es pas prêt, parce que peut-être pour X raisons, tu ne peux pas contacter la personne pour poser des questions sur un devis, sur le temps, ou je ne sais. Il y a plein de raisons. Oui, ben oui. Et donc, si tu travailles plus pour finir, tu n'en as pas d'heures sup, c'est ça? Non, pas du tout. C'est ça. Moi, j'aimerais poser une question par rapport au caractère, on va dire, non constant de la force de travail. Il y a pas si on prend l'exemple d'un réservoir donc rempli de carburant, qui soit 3/4 plein ou 3/4 vide, 1 litre de carburant, il va produire la même énergie. Quoi. Oui. Il va dégager la même énergie. Tandis que sur la force de travail, c'est fluctuant, quoi. Elle n'est pas constante, la force de travail. Oui. Donc, le travailleur, il n'a pas la maîtrise de dire le rendement de la force de travail va être le même de façon constante à tout moment de la journée, de l'année, des saisons, alors, de l'âge qu'il peut avoir. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle Marx utilise la notion de temps de travail socialement nécessaire. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas introduit cette notion parce que mon but n'est pas non plus de faire un cours sur le marxisme ou quoi que ce soit. Je suis sur le fétichisme simplement. Mais donc, tu me donnes l'occasion d'introduire cette notion. Marx anticipe l'objection qu'on pourrait lui faire sur le temps de travail gratuit et le temps de travail nécessaire. On pourrait lui dire, et si un ouvrier est habile de ses mains, une expérience, un savoir-faire, etc., plein d'habiletés, eh bien, à cet ouvrier, il lui faudra, je sais pas, 2 fois moins de temps qu'un autre, ou que tous les autres, pour accomplir tel ou tel travail. On ne va pas dire lequel, on s'en fiche. Et auquel cas, alors je vais prendre l'exemple inverse qui est beaucoup plus parlant. Un ouvrier qui est beaucoup moins habile qu'un autre. Beaucoup plus parlant. Un ouvrier est beaucoup moins habile qu'un autre. Il lui faut 2 fois plus de temps que tous les autres pour faire son travail. C'est d'ailleurs l'exemple de Marx. Il lui faut 8 heures au lieu de 4. Bon. Est-ce que le patron va le payer 2 fois plus? Non. Non. Alors, il va le payer. Quelle est la norme du patron? Il va le foutre dehors parce qu'il produit pas. Quelle est la norme du patron? Ce n'est pas l'habileté de tel ou tel ouvrier particulier, non. Sa norme, c'est ce que Marx appelle le temps de travail socialement nécessaire. C'est-à-dire dans une société à un moment donné, prise à un moment donné, avec les forces de production telles qu'elles sont, à ce moment-là, les rapports de production, salariat, etc., les modalités de coopération dans l'entreprise, etc. Eh bien, la productivité est de temps. Et c'est en fonction de cette productivité, donc sociale, hein, moyenne sociale, qu'on va déterminer le temps de travail socialement nécessaire. C'est ce qui veut dire que, c'est ce qui permet de dire que, par exemple, un patron qui emploie des ouvriers très habiles, eh bien oui, bien sûr, il peut percevoir une plus-value extra pendant quelques mois, quelques années éventuellement, plutôt quelques mois, les choses vont vite.
parce qu'il a la chance d'avoir une poignée de gars qui dépotent, voilà. Mais ça, ce sont des situations absolument transitoires. La règle, c'est donc la rémunération en fonction du temps de travail socialement nécessaire. La société va considérer, ça passe par des organisations, des syndicats patronaux, des chambres de commerce, des tas de trucs, des lois, des règlements, enfin, etc. Le code du travail, qu'est-ce que j'oublie encore d'important, etc. Tout ce genre de choses. Des primes à la production, comme le bonus. Oui, mais ça c'est pas de la réglementation. Je cherche de la réglementation. Ça peut être les corporations. Ça peut être les corporations. Ça a pu être avant la Révolution. Avant la Révolution, ça peut être les corporations. Quand je dis corporation, moi je pense à Pétain. Oui, oui. Donc tout ça passe par un certain nombre d'organisations qui, au bout du bout, on arrive à ceci, que dans la société, on considère que pour faire tel travail, il faut à peu près tel nombre d'heures, et puis on décline, et ça nous donne l'univers kafkaïen qui est le nôtre, que nous connaissons, l'univers carrément kafkaïen de tous les tarifs horaires. Chez Renault, telle réparation, pauvre 7 ans. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart, etc. Bon, chez Peugeot, c'est sans doute plus ou moins la même chose, puisque c'est plus ou moins les mêmes matériaux, et ainsi de suite. Voilà. Temps de travail socialement, TTSM. Oui, mais dans ce temps de travail socialement, c'est quand même la classe dominante qui influe énormément et qui décide. Ah, ben, bien sûr. Voilà. Et la preuve, c'est que, par exemple, pour les cadres, il y a de plus en plus de cadres qui se droguent à la cocaïne pour tenir. Mais c'est pas récent, ça. Non, mais enfin, c'est pas récent. Ça date de plusieurs décennies. Chez IBM en 59, moi, le premier grand drogué que j'ai connu. 59, chez IBM, ici, il y avait une usine IBM. Ouais. Et ben, c'était une usine de recherche, donc il n'y avait que des cadres. En 1959, déjà, ils Oui. Il y avait par exemple, même un student d'aviation qui l'a connu aussi, mais des cadres. Ils se shootaient à la cocaïne. Et pour tenir au travail. Oui, et ça s'en pris après, plus tard, alors en 82, c'était toujours pareil, mais ils se prenaient le sida. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils étaient shootés, ils nettoyaient plus suffisamment les seringues, et ils se filaient le sida en se vidant. La cocaïne, souvent, non. Il n'y avait pas que les gens qui sont à la bourse. Alors, donc, je reviens à mon développement. Donc, on est confronté à toute une série de tromperies. Hein. Le système, la société nous trompe sur toute une série de situations, des uns ou des autres. Le fétichisme du temps libre, etc., etc. Le fétichisme du propriétaire de la force de travail. En gros, le fétichisme, c'est faire passer les vessies pour des lanternes, renvoyer une image idyllique de la société, mettre de l'égalité là où en réalité, il y a de la domination. Faire croire à du droit, à l'application du droit, là où en réalité, ce qui règne, c'est bien plutôt les rapports de force, la lutte des classes, on pourrait dire aussi. Donc, c'est comme ça, renverser. Marx, vous me l'avez entendu dire plusieurs fois, dit que le monde est mis à l'envers. C'est ça. Pour conclure, le système, dit Vasseur, fonctionne à l'inégalité et à la soumission, mais sous les dehors apparents de l'égalité et de la liberté que secrète le marché. Dans les 3 conférences que je viens de faire, j'ai insisté sur la sphère économique avec la sphère de la production, la sphère de la circulation. Dans l'ordre, la sphère de la circulation et puis ensuite la sphère de la production. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la sphère économique,
Vous avez d'autres sphères qui entretiennent et charrient du fétichisme à haute dose. La sphère familiale, la sphère éducative et puis les médias. Et peut-être on pourrait en trouver d'autres, bien entendu. Les antiféministes, ça aussi. Disons que les acteurs emblématiques de ces sphères-là que je viens de citer, bon, ça va être les parents, les enseignants, les journalistes au titre des médias, et tous ces gens-là, toutes ces professions, elles sont concernées par le statut du salariat d'une manière générale. De toute façon, il y a 95 ou 98% de salariés dans l'économie. Quand ces gens-là rentrent chez eux le soir, eh bien, ils charrient avec eux sur leur dos le fétichisme du jour, dans l'entreprise, qui les suit comme une ombre, et qui marque de son empreinte les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs proches, les amis, les parents, les enfants. Prenez les enseignants qui sont dans une situation de transmission de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Vous connaissez la trilogie. Et qui, en tant que tels, sont soumis à des programmes officiels, ainsi qu'à des instructions pédagogiques. Ils peuvent se retrouver en situation de contribuer à la diffusion d'idées fétichistes. Même chose pour les journalistes des médias de masse, qui, on le sait, sont aux mains d'une douzaine de milliardaires. Chacune de ces sphères, chacune à sa manière, est engrenée dans la logique de la marchandise, de l'argent, du capital. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que partout où nous portons le regard, nous soyons confrontés à des idées fétichistes. Le fétichisme s'infiltre. Je m'approche de ma conclusion, bien sûr, là, je pense que vous le voyez, vous le sentez. Le fétichisme s'infiltre dans toutes les sphères sociales, dans chaque sphère sociale. Nous sommes tous concernés dans toutes les sphères. Il n'y a pas des gens qui seraient protégés. Chacun dans sa sphère est concerné. Henri Lefebvre, un philosophe de l'après-guerre, parlait à ce sujet de religion de la vie quotidienne. C'est-à-dire que lui, son idée, c'était de dire que c'est toute la vie quotidienne, dans tous ses multiples aspects, qui finalement est concernée. Et cette expression rend très bien compte de ce que j'essaie de décrire, à savoir que le fétichisme, cela nous concerne en tout temps et en tout lieu. Notre conscience est dirigée, occupée, dirigée vers des fétiches, des faux semblants, des leurres, des idées écrans. La plupart du temps, nous n'en avons pas la moindre conscience. Très important de le dire. Et voilà comment, sans coup férir, la marchandise triomphe, la consommation plastronne et la plus-value passe à l'as. Autrement dit, dernière idée, tout cela se fait à bas bruit, ça le danger. Tout cela se fait à bas bruit, avec une efficacité diabolique, et surtout, en barrant la route, et je reviens à une idée que j'ai exprimée de multiples fois depuis 3 semaines, et surtout, en barrant la route à toute idée de changement de société. En rivant dans l'esprit des salariés l'idée qu'il n'y a pas d'alternative. Et voilà. There is no alternative. Tina. Et je vais l'appeler, ce Tina, le bouquet infernal des fétichistes. Alors là, la semaine, le 5 et le 12 juin, 2 conférences, le 5 et le 12, qui vont avoir pour titre commun « Pour que l'homme ne soit pas l'avenir de la femme ».